À la une ce soir, le meeting de Daoukro, dernière étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Ifou. Profession fleuriste, Fassiweri Diabagaté, la soixantaine, gagne sa vie grâce à la vente des fleurs. Nous allons le rencontrer en milieu de journal. Enfin, de l'espoir chez les pays africains touchés par Ebola. Le président américain Barack Obama a présenté son plan d'action de lutte contre la maladie. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Après Pricro et Umbayakro, le président de la République Alassane Ouattara a animé aujourd'hui un meeting à Daoukro. Cette rencontre met un terme à sa visite d'État dans la région de l'Ifou. Fait marquant, le président du PDCI, Henri Konan Bédié, a appelé sa formation politique à valider la candidature du docteur Alassane Ouattara pour les présidentielles de 2015. Et en ce qui concerne les doléances des populations de Daoukro, notamment la construction d'une université, le chef de l'État Alassane Ouattara a confirmé la poursuite des chantiers entrepris dans la région de l'Ifou. Écoutons à présent le président du PDCI, Henri Konan Bédié, et le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors du meeting de Daoukro. À Daoukro, je réitère de façon plus explicite ce message que je ferai valider par une convention jumelée du PDCI RDA au sein du RHDP dont j'assume la présidence. En attendant, devant la nation rassemblée, sans détour, sans trahir les décisions du 12e congrès du PDCI-RDA, je donne des orientations fermes pour soutenir ta candidature à l'élection présidentielle prochaine. Je demande à toutes les structures du Parti démocratique de Côte d'Ivoire et des partis composant le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de se mettre en mouvement pour faire aboutir ce projet. Président, je suis heureux. Oui, je suis heureux. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que vous êtes un homme de parole, un homme de confiance, un homme d'État. Vous l'avez démontré en respectant tous les engagements pris. Depuis la signature de la plateforme du Rassemblement des Oufouettistes pour le développement et la paix, le 18 mai 2005 à Paris. Grâce à cet appel, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui entre les mains des enfants d'Oufoué-Boigny. L'inscription en ligne pour l'année scolaire 2014-2015 prorogée jusqu'au 23 septembre prochain. Annonce faite hier par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Ainsi, sur 1 500 000 élèves attendus dans le secondaire général et technique, 80 à 90% sont déjà inscrits sur la plateforme. Sur plus d'1 500 000 élèves attendus dans le secondaire général et technique du public et du privé, 80 à 90% sont déjà inscrits. Débutée depuis plus de 3 mois, l'inscription en ligne connaît encore des retardataires. Il s'agit en majorité des élèves des établissements privés. À cela, il faut ajouter les élèves qui attendent les résultats de leur transfert ou de leur réaffectation. Le ministère leur donne encore une seconde chance. Nous avons été instruits par Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de proroger d'1 semaine allant du mercredi 17 septembre au mardi 23 septembre 2014. L'inscription en ligne pour l'année scolaire 2014-2015 sera achevée à cet instant. À partir donc de cette date, tous les élèves qui ne seront pas inscrits seront considérés comme démissionnaires. L'inscription en ligne 2014 à 2015 d'un élève dépend de sa présence dans le fichier national, de son actualisation et de ses résultats de fin d'année. Aujourd'hui, nous recevons toutes les décisions de fin d'année sur la plateforme.
Si vous redoublez dans un établissement, vous ne pouvez pas vous inscrire en classe supérieure dans un autre établissement. Vous êtes obligé de reprendre votre année où que vous soyez. Si vous êtes exclu aussi, vous ne pouvez pas dans le public, vous ne pouvez plus vous inscrire dans un autre public. Vous êtes obligé d'aller vous inscrire dans un établissement privé. Vous ne pouvez pas vous inscrire non plus en classe supérieure. L'inscription en ligne s'inscrit dans la modernisation du système éducatif. Elle permet la mise en place de données fiables en vue de planifier les besoins du secondaire sur l'ensemble du territoire national. Et pour ceux qui voudraient davantage d'informations, un site est ouvert, www.mun-dpes.org. Un reportage de Franck Quadio et Ami Sissoko. Les seniors et les fleurs, une histoire d'amour, une passion également qui leur permet de gagner leur vie. Fassiweri Diabagaté, la soixantaine passée, est fleuriste depuis plus de 30 ans. Avec cette activité, il arrive à joindre les deux bouts. Mieux, il a pu faire son pèlerinage à la Mecque. Nos reporters Anzeni Kayoura et Ami Sissoko l'ont rencontré dans son jardin de plantes et fleurs situé dans la commune de Cocody. Fassiweri est fleuriste. Le sexagénaire exerce cette activité dans la commune de Cocody depuis plus de 30 ans. Sa seule occupation, le jardinage des fleurs. Aidé quelquefois dans sa tâche par ses petits-enfants, le jardinage est sa passion. Un métier appris 9 ans durant auprès des maîtres fleuristes. Le métier est jugé rentable. J'ai à peu près au moins 24 enfants. Sur mes enfants là, ceux qui n'ont pas passé à l'université, ce n'est pas beaucoup. J'ai assez bien nourri mes enfants avec mes fleurs là. J'ai assez bien fait mes préoccupations avec mes fleurs là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va venir me trouver ici. Ah vraiment, Diabaté, tu es venu me prendre ça là. Non, non, non. L'homme est également paysagiste. Il compte à son actif plusieurs réalisations. Quand j'étais à l'université au Fouille-Boigné à Abidjan, c'est moi qui ai fait ça. 79-80. C'est moi qui ai fait. C'était Uruma. Uruma, c'était 3832 mètres carrés. J'ai fini ça dans 2 mois. Je suis descendu une 7. Donc, et ça, c'était 5080 mètres carrés. Sa passion pour les fleurs ne se situe pas seulement au niveau de l'embellissement des espaces. Elle est aussi liée à leur vertu thérapeutique. Pour laisser ça devant ta porte, sorcier, il vient n'importe comment. Si ça, il est chez toi là, il faut bien dormir, il faut coucher dormir. À l'ouest, à l'Ibourassa, ça soigne 90% des maladies. Cordélie sur route là, il y en a plusieurs cordélies. Peut-être qu'on a opéré, tu ne peux pas pisser là. Viens ramasser son feuille morte comme ça là. Allez préparer comme ça là. Préparer bien. Quand ça cuit là, tu mets un peu de sel dedans, puis tu bois. Les jardins de fleurs le long des voiries participent également à l'entretien de l'environnement. Les dégagements de CO2 à travers les véhicules, ces arbres qui sont plantés ça et là permettent d'absorber ces gaz carboniques et nous permettent de respirer agréablement. L'amour des plantes à fleur de peau, Fassiweri entend faire bénéficier le district d'Abidjan de son expertise pour enjoliver les espaces verts en vue de l'amélioration du cadre de vie. La journée internationale de la couche d'ozone 2014 a été célébrée hier. Vous le savez, la couche d'ozone est menacée par plusieurs facteurs, notamment certains gaz utilisés par les techniciens en froid et climatisation. Depuis 2010, ces gaz polluants sont prohibés, mais cette interdiction a fait naître un vaste marché noir à l'échelle planétaire. Quelle est la situation ici en Côte d'Ivoire? Les techniciens en froid et climatisation respectent-ils cette interdiction? C'est un reportage de Franck Quadio. Des techniciens de froid en plein travail. Ce matin, la tâche consiste à charger le climatiseur avec le gaz dit R22. Le R22, on a une manière d'utiliser. Parce que le gaz, le front est blessant. Ça blesse en vidant dans la bouteille. Il faut bien te positionner. À Adjamé, au quartier Mirador, ils sont plusieurs à exercer cette activité. Leur principal outil, le gaz de type Fréon. Le problème, c'est que certains gaz utilisés par ces techniciens sont dits polluants pour la couche d'ozone. Bon, les gaz sont un peu plus dangereux. Dans les 134, les gaz de frigo, ils sont explosifs. Lorsqu'on fait la charge,
ne faut pas avoir une boîte d'allumettes ou bien un camping, sinon c'est qu'il était brûlé avec. Les substances que les frigoristes utilisent, c'était le CFC12, mais qui elle, est éliminé définitivement depuis 2010. Mais le gaz qui reste à éliminer, c'est, comme je vous l'ai dit, sert uniquement à la production de la centrale de climatisation. Le R22, mais surtout le fréon 12, un gaz hautement nocif dont l'interdiction est connue de tous ici, même si certains vendeurs reconnaissent l'avoir encore en leur possession. On n'utilise plus ça concernant les appareils, parce que les techniciens même nous ont montré un exemple. Quand ils viennent payer, d'autres vendeurs leur font croire que c'est bon alors pour pouvoir vendre les marchandises. Alors que dans le norme, ce gaz, sincèrement dit, ça pose beaucoup de problèmes chez d'autres. C'est qu'à la réalité, les techniciens aiment bien ce gaz en raison d'une certaine efficacité. Lorsqu'on finit de charger le 12, le frigo, même si le courant se coupe, le frigo peut mettre 2 jours, 3 jours, la congélation est toujours là. Mais entre choisir l'intérêt particulier à celui général, le choix est vite fait. Le ministère de l'Environnement, depuis quelques années, sensibilise frigoristes et autres techniciens de foi sur la nocivité de ces gaz. Il reste une autre substance qui est fondamentale qu'on appelle les hydrochlorofluorocarbones ou HCFC. Donc cette substance-là, selon le protocole de Montréal, doit être éliminée définitivement en 2030. Un effort qui a valu à la Côte d'Ivoire d'être un bon élève de la communauté internationale, 197 États ayant signé le protocole de Montréal en 1987 relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. À l'étranger, au moins 67 ressortissants sud-africains morts le 12 septembre dernier à Lagos dans l'effondrement d'un immeuble. Le bâtiment était en pleine rénovation au moment de l'accident. Les principaux quotidiens parus au Cap et dans d'autres villes du pays parlent de tragédie. Le décès de 67 Sud-Africains à la suite de l'effondrement d'un immeuble à Lagos au Nigeria provoque beaucoup d'émotions au sein de la nation arc-en-ciel. C'est la première fois dans son histoire récente que l'Afrique du Sud perd un nombre aussi élevé de ses ressortissants au cours d'un accident survenu à l'étranger. C'est un jour très triste aujourd'hui. Pour nous, en tant que nation, à la suite de la mort d'un nombre important de nos compatriotes. 67 corps ont déjà été identifiés. Sur place à Lagos, le bilan provisoire a été revu à la hausse ce mercredi. Il fait état de 70 morts. La course contre la montre est désormais engagée pour la NEMA, l'Agence nationale des secours. Dans les décombres de l'édifice de la synagogue Church of All Nations, les sauveteurs recherchent toujours les survivants. Mais leur action semble entravée par le manque de coopération des responsables de l'Église. Jusqu'à présent, la direction de l'Église n'a fait aucune estimation. Elle ne nous a communiqué aucune liste de personnes encore coincées. Donc nous travaillons à l'aveugle. C'est lorsque nous aurons atteint les derniers débris que nous serons en mesure de dire ce que nous avons fait. Les autorités nigériennes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'effondrement de la synagogue Church of All Nations, dirigée par le célèbre téléévangéliste T.B. Joshua. En attendant les résultats de l'enquête, la polémique enfle. Une vidéo diffusée mardi montre peu avant la tragédie le survol de l'église à 3 reprises par un avion qualifié d'étrange. Elle semble laisser planer le doute sur la piste de l'accident, jusqu'alors privilégiée. Toujours au Nigeria, des tirs et une explosion ont retenti aujourd'hui dans un établissement universitaire de Kano. L'attaque, qui n'a pas encore été revendiquée, a fait 13 morts et 34 blessés. Les États-Unis présentent leur plan d'action contre le virus Ebola. Près de 3000 militaires en Afrique de l'Ouest, principalement au Libéria, pays le plus touché par la fièvre hémorragique. Ils vont participer à la construction de nouveaux centres de traitement. Monrovia, la capitale du Libéria. 3000 militaires américains vont bientôt arriver ici pour lutter contre Ebola. Une nouvelle accueillie avec espoir dans cette ville submergée par l'épidémie.
Pour nous, c'est une nouvelle importante et on l'apprécie à sa juste valeur. Je veux juste dire un grand merci au gouvernement américain pour l'aide que vous apportez une fois encore au Libéria. Cette aide, c'est Barack Obama lui-même qui l'a annoncée, depuis le Centre de contrôle et de prévention des maladies d'Atlanta. Les 3000 militaires envoyés sur le terrain participeront à la construction d'hôpitaux de campagne et d'un grand centre de formation pour le personnel de santé. Le commandement sera basé à Monrovia, mais il rayonnera dans toute la région. Un pont aérien sera mis en place depuis le Sénégal. L'heure est donc à la mobilisation. En Afrique de l'Ouest, Ebola est désormais une épidémie d'une ampleur jamais vue auparavant. C'est une spirale qui menace d'être incontrôlable, c'est pire de jour en jour. L'épidémie se répand vite de manière exponentielle. Dans cette course contre la montre, les besoins sont considérables. L'ONU demande près d'1 milliard de dollars, soit le double d'il y a un mois. Nous devons absolument éviter que les systèmes de santé ne s'écroulent complètement dans les pays touchés. On estime qu'il y a déjà plus de décès dus par exemple à un paludisme, une tuberculose ou des maladies chroniques non soignées que à Ebola. Les États-Unis, désormais en pointe contre Ebola, ont soumis une résolution au Conseil de sécurité pour entraîner une mobilisation internationale. Ce texte pourrait être voté jeudi. Voilà, merci d'être resté en notre compagnie. Très bonne soirée à tous et à demain.